Nous remercions pour leur soutien nos partenaires de Cheval et compagnie, grâce auxquels nous pouvons organiser le retour du Salon du Cheval au Québec et réaliser cette émission. Alors bonjour et bienvenue à la série Cheval et compagnie qui en 6 épisodes va essayer de présenter les différents enjeux autour du monde du cheval. Cette série est aussi un prélude en fait au salon Cheval et compagnie qui porte le même nom, qui aura lieu du 22 au 24 mai prochain à Saint-Hyacinthe. Et pour nous accompagner, nous avons Sophie qui est directrice chez Nature, qui va être notre experte du monde équin en quelque sorte. Merci Yannick pour l'invitation. Effectivement, c'est sûr qu'en quelque part dans le monde équestre, il y a plein de questions qui se posent. On va essayer de mettre la lumière sur différents enjeux au cours de nos émissions. Et aujourd'hui, justement, dans le premier sujet de l'émission, on va parler d'un sujet très important qui intéresse beaucoup le monde du cheval, qui est un des secteurs les plus porteurs, qui sont les sentiers, les randonnées à cheval. On va tout de suite rencontrer nos invités dans l'écurie Vignelas. Un sujet très important pour lequel nous avons deux invités. François Pépin, qui est le président d'honneur du Salon du Cheval, qui a d'ailleurs été promoteur dans le passé du Salon du Cheval, et Nathalie Beaulieu, consultante. Vous êtes tous les deux, je pense, on va dire des personnalités émérites du monde de la randonnée à cheval. Alors, merci d'être avec nous. Puis la première question que j'aurais envie de poser, c'est peut-être à Nathalie, en fait, c'est est-ce qu'il y a au Québec des sentiers, en fait, très organisés? Est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment des sentiers utilisables pour toute personne intéressée à la randonnée, qu'elle soit connaisseur ou... Oui, il y en a. Il y en a dans à peu près toutes les régions du Québec. Je pourrais même dire dans toutes les régions du Québec, parce que même dans les régions éloignées, c'est souvent plus facile. Est-ce qu'il y a des liaisons entre chacun de ces... Mettons, si on va dans Charlevoix faire du cheval et qu'ensuite on dit moi je veux aller dans le secteur de Mirabel ou je veux descendre en Gaspésie, est-ce qu'on reprend à chaque fois, on fait tout ça à cheval ou non, est-ce qu'on on reprend à chaque la fois, remorque. On ne peut pas remorque? traverser la province seulement dans des sentiers équestres. Il faudrait emprunter les rues. Et ce n'est pas toutes les municipalités qui acceptent la circulation à cheval sur le réseau routier. À moins d'avoir des routes numérotées fédérales, que là, ils ne peuvent pas nous empêcher de passer, mais c'est pas plaisant. Fait, la randonnée sur une autoroute, là, c'est pas... Puis un matin, moi, mettons, je décide d'aller faire une randonnée. Je peux aller n'importe où, n'importe comment. Je décide que... Ça prend-tu quelque chose pour aller sur les sentiers au Québec? Donc, Ça prend-tu une... Si vous êtes déjà organisé, étant donné que les sentiers équestres sont sur terrain privé, il y a des autorisations qui ont été données. Ou sinon, il y a des secteurs, c'est entre voisins que c'est organisé. Okay. Là. Donc, de savoir qui fait l'entretien et tout ça et demander les autorisations. Il y a des campings équestres au Québec que tu peux aller, qui ont des sentiers, puis qui vont te donner une carte avant de partir. Mais c'est sûr que moi, je recommande de faire partie d'un club. Si tu fais partie d'un club, la plupart des clubs, s'ils n'ont pas de sentier, organisent des randonnées chez des particuliers, comme Nathalie vient de mentionner. C'est beaucoup plus facile. Les ententes avec les particuliers ou avec les producteurs agricoles Ouais. qui détiennent les terres, est-ce que c'est facile d'avoir un accès à ces terres-là? Est-ce qu'il y a des freins particuliers? En général, c'est facile parce que souvent, les sentiers vont emprunter déjà les chemins que les agriculteurs utilisent. Donc, le chemin agricole pour se rendre d'une parcelle de terrain à l'autre, ou le chemin forestier qui va se rendre à la cabane à sucre ou qui parcourt le terrain. Donc, en général, c'est facile et ça permet un partage au niveau de l'entretien. Ceux qui utilisent les sentiers pour les chevaux, bien, ils vont aider à l'entretien du sentier comme Mais tel. il doit aussi avoir un peu, à un moment donné, sur ces sentiers-là, y a-tu de la cohabitation? À un moment donné, si moi je suis à cheval, il peut y avoir un motoneigiste? Y a-tu des sentiers où ce que... Il y a des sentiers Il y qui a de la sont cohabitation. à usage unique pour les chevaux, mais si on est en terrain privé, le propriétaire a le droit de faire ce qu'il veut sur son terrain. Ouais. Exact. Et la solution est assez simple, c'est de dire bonjour. Si vous croisez quelqu'un sur un terrain, ça peut être le propriétaire, ça peut être n'importe qui, même s'il y a une autorisation qui est donnée pour les chevaux. Quand les gens, on se croise, il faut se parler. Au-delà du club de randonnée équestre qui est un accompagnateur en fait dans la randonnée, ce que je peux comprendre, est-ce qu'il y a une entité au Québec qui supervise tout ça en fait? Il n'y a personne qui supervise tout ça. Il y a Cheval Québec qui en supervise une partie. Mais ne supervise pas l'entièreté parce qu'il y a des sentiers qui sont sur des terres publiques.
Donc, on a accès aux terres publiques avec les chevaux. Donc, à ce moment-là, il y a des guides qui existent d'aménagement et de bonne conduite et tout ça. C'est des documents qu'on va retrouver à Cheval Québec. Mais c'est pas... Il y a des secteurs, là, je pense à un secteur dans la Nodière, entre autres, que c'est vraiment des voisins qui se sont des ententes, puis chacun... Et ils en ont grand, des sentiers, là. Est-ce qu'il y a une carte provinciale que quelqu'un peut nous donner en disant moi, je veux aller à Charlevoix, mais après, je vais descendre en Gaspésie, puis après, je vais remonter à Mirabel? Les sentiers sont de plus en plus géoréférencés OK. pour la sécurité et pour faciliter l'usage. Exact. Il y a des propriétaires terriens qui ne veulent pas que leur sentier soit mis sur une carte publique parce qu'ils ne veulent pas donner l'accès à tout le monde ou à d'autres activités. Donc, c'est pour ça qu'en contactant un club, en contactant le gestionnaire de la région, on rencontre des gens et on est accompagné sur le sentier. Et par le fait même, là, on va au Mais si je comprends, c'est plus facile par région que de voir ça dans l'ensemble de la province du Dans Québec. l'ensemble de la province, c'est difficile, mais c'est vraiment par secteur. Puis toi, François, qui a souvent été aux États-Unis avec tes chevaux, Nathalie aussi, je pense, mais toi, vous avez parcouru en fait des sentiers aux États-Unis aussi. C'est quoi le comparable que vous feriez? Qu'est-ce qui est mieux, moins bien? Comment c'est organisé différemment d'un pays à l'autre? Je te dirais, c'est pas comparable. C'est dur, Tu arrives aux États-Unis, tu es tout sur des terres qui appartiennent, comme moi, j'ai fait la Floride, c'était tout sur des terres qui appartiennent au gouvernement de la Floride, à l'État de la Floride. Puis c'est ouvert. C'est ouvert pédestre, c'est ouvert équestre, c'est ouvert vélo. On partage les sentiers, puis ça va très, très bien. C'est comme si on aurait le droit ici, je sais pas, moi, au parc de la Mauricie, puis tu as 300 000 de sentiers, mais c'est qu'est-ce qu'on a aux États-Unis. Parce qu'ici, on n'a pas le droit, je pense, dans les parcs. Non, pas dans beaucoup. OK. Puis en plus, aux États-Unis, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir... tu n'es pas obligé de fournir une assurance ou avoir une carte de membre d'un club pour en prendre le sentier. Il y a une loi fédérale dans chaque État qui dit que si tu fais de l'équitation, c'est à tes risques, puis tu n'as pas le droit de recours. C'est déjà beaucoup, beaucoup plus avantageux, plus facile, Plus facile je te dirais, qu'au Québec. Puis dans l'Ouest canadien, c'est similaire. C'est ça. Pour avoir fait l'Ouest canadien aussi, là, c'est similaire. Il y a des endroits où tu vas, c'est ouvert au public. L'Ontario puis, aussi. L'Ontario aussi, ça on peut aller moins loin. Oui, c'est ça. Si on regarde sous l'angle économique, c'est quoi le potentiel justement, de la randonnée? Parce qu'on sait que la randonnée à cheval, c'est une des activités majeures actuellement du monde du cheval au Québec. C'est certainement dans le haut de la liste, on va dire, des activités équines. C'est quoi le potentiel économique actuel ou à venir de cela? Mais c'est sûr que point de vue économique, si je vous dis que moi, je fais environ 1000 km de sentiers par année et 5000 km de remorques, je mange en chemin. Puis... Donc, tout de suite, on a d'économies, là. Écoute, moi je te dirais qu'on a quand même un léger manque du gouvernement à s'impliquer dans notre sport, qui nous rouvre les parcs, qui nous aide au point de vue assurance en tant que tel. Ça aiderait beaucoup. Je crois que c'est la première année que je sens, puis j'en remercie Cheval ici, on sent des députés, des ministres dire « Oups, il faudrait peut-être faire de quoi ». Parce que pour avoir parlé à Laurent Lessard, dans le temps, je suis allé au Salon du Cheval, il était ministre du MAPAC, je disais les retombées économiques, puis il disait « Où t'as pris ça, François? » Il disait « 3 étages plus bas que ton bureau. » Puis là, suite à ça, il s'est mis à regarder, quand il allait sur la route, les fermes qu'il y avait. Puis il m'avait dit par après, j'en reviens pas, François, comment ils dépensent de l'argent dans l'équitation et comment qu'on paye de taxes sur tout ça au gouvernement. Exact. On n'a pas les retombées. Puis là, on est comme 20 ans plus tard. Oui. Oui. C'est pour ça que je te dis, ça va quand même très bien au Québec en tant que tel. Ça pourrait aller encore mieux si on aurait l'implication un peu plus du gouvernement. Si on voulait se doter d'un véritable réseau de sentiers équestres au Québec, ce serait quoi la première action que vous demanderiez au gouvernement ou au privé? Parce que peut-être ça ne viendra pas par les gouvernements. L'assurance. Que le gouvernement nous sorte une loi, qu'on n'a pas le droit, que les randonneurs n'ont pas le droit de revenir contre les propriétaires, puis on va aller partout au Québec. En tout cas, pour ma part, là, elle m'a laissé Nathalie... Oui, et qu'on soit reconnu, c'est étrange à dire, hein, que la randonnée, ça fait pas tant d'années que c'est reconnu comme une activité de plein air. Mais il reste que la randonnée, la majorité tu sais, il y en a beaucoup des randonneurs, du monde qui ont une passion pour les chevaux. Tout à fait. Puis la randonnée, c'est la chose qui est la plus accessible pour eux C'est autres. la plus accessible, c'est la plus... porte d'entrée du monde Exact. équestre. Oui. Mais j'irais, moi, pour développer ça, d'en parler aux gens. Parce qu'on en parle à monsieur, madame, tout le monde. « Ah, tu as des chevaux, qu'est-ce que tu fais avec tes chevaux? Je fais de la randonnée. » Non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sautes-tu? Tu cours-tu vite? Ouais. Non. Donc, moi-même, personnellement, je suis rendue à dire que je fais des voyages à cheval. Ah, là, là, je deviens intéressante. Ouais.
Donc, C'est pas connu. Non, c'est mal connu. Mal connu, oui. Ouais. ça. C'est mal Le terme connu, est puis bon. même parmi les autres sports équestres, beaucoup de monde dans le saut, avant ça, ils disaient « Oh, un cheval de randonnée, tu sais, tout le monde peut avoir ça, là. » Moi, mon cheval de randonnée, moi, il passe dans l'eau, il saute par-dessus des bûches dans le Il bois, monte des montagnes, il passe sur les routes d'asphalte, il va dans les montagnes. Ouais. Le cheval de saut, là où je l'ai pas d'une randonnée demain matin, là, tu vas faire du saut. Il y a un cheval pour Ouais. chaque chose. Fait que, on était même mal connus Ouais. des autres sports équestres. Par contre, je regarde Nathalie, l'ouvrage qu'elle a fait depuis plusieurs années, plus ça va, plus qu'on est reconnu, plus que le monde commence à dire « Wow! » Puis vous faites partie, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'activité équestre la plus répandue. D'ailleurs, je voudrais vous poser une question, un peu la question qui tue Alain Rouleau. Je ne sais pas si vous avez fait le calcul de vos kilomètres, mais est-ce que c'est sur une année ou sur votre vie, combien de kilomètres à cheval vous avez fait? Ça va dire Ben, notre âge. Hein? moi, personnellement, je te dirais, ça fait 40 ans. Si je le calcule vite, t'es en haut de 40 000 km. Ouais, c'est... Pas avec le même cheval. là. Non, non. Non, non, Mais reste que j'en ai un qui est rendu à 22 ans, qui est venu au monde tabarouette. chez nous, puis qui randonne OK. encore. c'est ça. C'est bon. Donc, effectivement, là, dans les dernières années, je suis à 1000 km par année. Donc, ça va assez vite. Avant ça, peut-être un peu moins. Mais c'est beaucoup de kilométrage. Beaucoup de kilométrage. Puis, les gens ne comprennent pas tout ce que ça comprend, la partie entraînement, la gestion de l'alimentation en randonnée, La sécurité. la sécurité, L'entretien. tout l'équipement. On a de la difficulté à se trouver de l'équipement pour faire de la randonnée. Parce que j'ai déjà eu un propriétaire de boutique équestre qui m'a dit « Oui, mais les randonneurs, ils gardent leur équipement puis ils réparent. » Tandis que les gens de compétition, on change de couleur, on change de modèle, C'est un on autre. change... Donc, le commerce, tu sais, on parlait, c'est économiquement. Donc, on est obligé, souvent par passer par une boutique équestre, de commander des choses qui viennent d'ailleurs, où on les fabrique. Oui, exact. Mais il reste que j'ai compris qu'en retombée économique, au-delà de ce que vous utilisez pour le cheval en soi, vous avez une retombée économique aussi dans les régions. Parce qu'en fait, quand vous vous promenez d'une région à l'autre, Oui. ce que j'ai compris avec la remorque, on s'arrête dans un hôtel, on va au restaurant. Tous les déplacements. Il y a 2 ans, il y a eu une activité dans le Charlevoix qui était une randonnée gourmande. OK. Donc, une randonnée qui c'était pas très long. On avait maximum 10 km qu'on a fait. Je suis même pas certaine qu'on a fait ça. Mais tout au long du parcours, la personne qui avait organisé avait été chercher des produits du terroir, des produits régionaux, et on avait une dégustation des produits tout le long. Mais quand on est revenu le soir, on a pris le pick-up, puis on est allé acheter « Ah oui, ce fromage-là, il était bon. Ce saucisson-là, il était bon. » Ça fait découvrir Ça d'autres fait choses, découvrir hein, une ça région fait d'une autre d'autres, façon. Donc, c'est ces choses-là qui manquent, de faire des liens. De faire des maillages. en fait. C'est ça, exact. On a fait la même expérience il y a quelques années à Saint-Élie de Caxton. Celle qui avait organisé la randonnée me faisait arrêter à plein de petites boutiques du terroir. OK. Puis le soir, tu retournes. On puis, retourne, Tu vas, puis, tu vas Ça fait racheter, découvrir, puis hein? ouais, c'est C'est ça. découvrir des richesses. C'est le plus beau sport qu'il n'y a pas. Eh bien, merci beaucoup. On va vous souhaiter une bonne continuation à cheval. Merci à bien. vous. Merci. Dans cette série de Cheval et compagnie, nous avons voulu aussi vous faire découvrir différentes facettes du monde du cheval à travers différents métiers. Nous vous amenons aujourd'hui rencontrer un métier un peu plus connu, ce sont les cavaliers. Et vous allez voir, ceux-ci sont très jeunes. Guillaume Dumontier, Laurence Lafrenière, un jeune couple cavalier absolument à écouter. Alors, Guillaume Dumontier, Laurence Lafrenière, bonjour, on est super content de vous rencontrer, que vous acceptiez qu'on soit dans votre écurie. Vous êtes tous les deux cavaliers, donc on va profiter de votre duo. Moi, ce que je veux comprendre dans un premier temps, parce qu'on voit votre âge, vous n'avez pas 30 ans ni l'un ni l'autre, je pense que Laurence, tu as à peine 20 ans. Ouais. D'abord, comment on devient cavalier? Ça part d'où ça? Ça part tout petit, on a la famille qui est là-dedans, ou ça vient dans un rêve, une nuit, puis on se réveille le matin, puis on devient cavalier? Moi, j'ai commencé à monter à cheval dans un camp de jour quand Ok. j'avais 6 ans à peu près. Ma famille n'était pas du monde des chevaux. Ma mère avait pris quelques cours quand elle était jeune, puis elle avait la passion, mais pas nécessairement la famille pour backer cette passion-là. Fait que quand j'ai dit que j'aimais bien ça, elle m'a offert de prendre des cours. Puis là, de fil en aiguille, quelques cours par-ci par-là, des cours toutes les semaines, jusqu'à temps de commencer la compétition, là. Toi, Guillaume, est-ce que c'est venu par ta famille ou c'est venu aussi comme ça par une Non, passion? même chose. Ma famille n'est pas du tout dans le monde des chevaux. J'ai commencé aussi dans un camp de vacances. De fil en aiguille, j'ai pris des cours
Puis après, je suis allé en sport-études à l'école à Boucherville qui offrait ça. Fait que j'ai fait 5 ans de secondaire en sport-études d'équitation. Parce que par la suite, Laurence et moi, on s'est rencontrés dans une écurie. Puis les deux, on aimait ça, le travail d'écurie. Fait qu'on a décidé d'acheter une écurie ensemble, avec mes parents qui nous ont aidés. Fait que ça, c'est un des cheminements pour lequel on peut devenir cavalier professionnel. Oui, parce que l'écurie, c'est récent, là. Ça fait 2 ans. Oui, 2 ans aujourd'hui. C'est un gros défi, là, à 27 et 23 ans, de se lancer comme ça. C'est une vraie relève dans le monde du cheval. Le monde du cheval qui est un monde super dynamique, puis on n'a pas toujours conscience que des très jeunes sont en affaires dans le monde du cheval, parce que c'est ça, être en affaires. Mais c'est quoi la vie d'un cavalier au quotidien quand vous n'êtes pas dans les sauts d'obstacles? Ben nous, on se lève le matin tôt, on s'en vient à l'écurie, on nourrit les chevaux. Pas mal toujours la première étape. Quand on arrive, ils ont hâte, ils ont faim. Puis après ça, ben il y en a qui vont dehors, fait qu'on les met dehors, on fait l'entretien de l'écurie. On a l'entretien des chevaux aussi. Puis après ça, bien là, dépendamment des jours, il y a des chevaux à monter, il y a des cours à donner. On va se réchauffer. Dans le fond, on commence par marcher, trotter, galoper. Puis après ça, on les fait sauter graduellement du plus bas comme au plus haut. Quand ça va bien, on monte. Good. Quand tu es prêt, tu peux refaire un tour de trot, puis après ça, on va commencer à galoper. En fait, vous êtes un petit peu le métier de palefrenier que moi je voulais découvrir, mais plus je parle à des gens, plus on me dit palefrenier, ça n'existe presque pas, parce que tout le monde est palefrenier en fait. Hein. Ouais, exact. Tous les gens qui sont autour des chevaux s'occupent des chevaux. Mais par contre, le professeur, c'est un rôle important d'être professeur pour entretenir l'écurie, c'est ce que je comprends? Oui, bien c'est important d'avoir une clientèle. On ne pourrait pas juste vivre de nos chevaux à nous, d'être cavalier. Fait que la filiale entraîneur, c'est vraiment important. Fait que c'est d'accueillir des cavaliers avec leurs chevaux, puis de les amener à se dépasser, puis d'aller au concours avec nous aussi. À la base, le modèle d'affaires, c'est qu'on offre une pension pour les chevaux de particuliers. Donc, quelqu'un qui a un cheval veut mettre son cheval en pension, nous approche, regarde ce qu'on a à offrir. Après, décide de mettre son cheval ici. Puis là, nous, où on rentre en ligne de compte, c'est qu'on commence à entraîner les chevaux, puis on commence à entraîner ces personnes-là avec leurs chevaux. Mais si je comprends bien, pour être cavalier, alors, il y a toute la passion qu'on a quand on est enfant, la formation qu'on fait. Au-delà de tout ça, il faut trouver l'activité économique qui nous permet de vivre de notre passion. En fait. C'est à peu près ça. Exact. Comment vous entretenez cet équilibre-là? Parce qu'en fait, est-ce que vous dites, je vais chercher aussi des commanditaires? Est-ce que c'est juste les bourses qui vous font vivre ou si vous avez aussi des commanditaires qui vous supportent? Ben, en fait, c'est aucunement... je suis désolé de le dire, mais c'est aucunement les bourses c'est pas les bourses qui nous font vivre. Les bourses, en fait, sont un montant appliqué sur notre facture de concours. Là. De règle générale, c'est un petit montant qui est déduit de nos factures de compétition. Ça couvre éventuellement l'événement auquel vous participez? Ça couvre en partie l'événement. Après, c'est sûr qu'il faut une activité économique pour soutenir ça. Puis nous, notre modèle d'affaires, c'est ça, c'est nos clients qu'on entraîne, qu'on amène au concours. Ben, c'est eux qui nous ramènent au final les revenus qu'on réinvestit, on achète des chevaux, on va au concours. C'est une véritable business, en fait. Ben oui, c'est ça, c'est une entreprise. Puis, en termes de cavalier, si on parle vraiment du rôle de cavalier, dans un monde idéal où tout va bien, financièrement, tout tient la route, c'est quoi la relation qu'on entretient d'abord? Est-ce qu'on entretient la même relation avec tous les chevaux? Est-ce qu'il y a des chevaux privilégiés? Est-ce qu'on va au concours seulement? Est-ce que toi, tu dis, moi, je vais au concours seulement avec ce cheval-là ou cette jument-là? Comment ça marche? Dans le fond, on monte plusieurs chevaux différents. Il faut s'adapter vraiment à leur personnalité. Là, c'est comme toutes des petites bébites différentes. Puis, dépendamment du cheval, il faut vraiment nous faire notre travail en fonction de lui et non l'inverse. C'est pas un cheval qui va se fitter à son cavalier, c'est vraiment le cavalier qui va se fitter à son cheval. Puis au concours, on peut en monter différents dans une même semaine, dans une même épreuve aussi. Mais nous, on part principalement avec les chevaux qui sont dans notre programme ici à la maison. Comme ça, on les connaît déjà, on est habitué avec eux. Puis c'est un peu plus facile de les faire briller rendus au concours. Okay. Comment on gère le stress, à la fois le stress du concours, qui est quand même un stress, une compétition, puis le stress relation avec le cheval pour que le cheval reste dans un esprit de bien-être animal aussi, qui se sente pas forcé, qui se sente accompagné. Comment on gère ça? Ben, je pense que le cheval déjà ressent ce que nous, on ressent. Fait que si on est beaucoup stressé, le cheval va être beaucoup stressé. Je pense qu'en étant professionnel, on finit par faire ça assez souvent que le stress, on ne le ressent plus aussi fort qu'on le ressentait avant. Tout ce qu'on fait au quotidien ici, c'est je veux pas des exercices qui vont se retrouver en compétition. Fait que de faire souvent... C'est comme un apprentissage que le cheval intègre, en fait? Oui, c'est ça. Fait que de faire souvent avec le même cheval, ben, au final, le cheval
et le cavalier au concours vont se sentir plus à l'aise, moins stressés. Good. Fait que prends le temps de le décortiquer, garde tes mains hautes. Freine un petit peu son mouvement pour bloquer son postérieur. Good, bloc. Demi-arrêt, hop. Ouais. Ouais, good. Jambe gauche, jambe droite. Super. Good, c'est mieux que la semaine passée, hein, ça? Dans votre relation avec le cheval, j'imagine aussi, dans le cadre de son bien-être, il y a la santé physique, la santé mentale du cheval. Donc, après ça, vous entretenez aussi des relations, j'imagine, avec quoi, des vétérinaires, des thérapeutes? Est-ce que c'est tout vous qui gérez ça ou ça prend du monde extérieur qui vient vous accompagner? On a du monde à l'extérieur, mais c'est pas mal moi qui coordonne ça avec Guillaume. Là. On a une massothérapeute qui vient plus fréquemment durant la saison de concours, un peu moins souvent durant la saison plus off. On a une équipe de vétérinaires aussi qui suit les chevaux en prévention, mais aussi en traitement des blessures qui peuvent arriver. Puis on a un forgeron aussi, Marshall Ferrand, qui vient aux 5 semaines s'occuper de nos chevaux. On a une nutritionniste aussi, plan alimentaire quand même important, autant pour nous que pour les chevaux. C'est des athlètes. Il ne faut pas qu'ils soient en carence de vitamines ou de minéraux, de protéines. Fait qu'on fait appel à eux. Dans ce temps-là, ils font quoi? Ils font une analyse, l'analyse du foin qu'ils vont manger? Oui. Ouais. Et dans le fond, la nutritionniste, nous, on lui envoie des échantillons de foin dès qu'on change de foin. Elle a fait l'analyse, puis là, selon les propriétés de notre foin, bien, on va des fois booster un petit peu plus la protéine dans l'alimentation du cheval. Au Québec, il y a souvent un manque de sélénium dans le foin. Fait qu'on va aussi en rajouter un petit peu plus dans les rations qu'on donne de grains. Là. Il y a les hunters et les jumpers là, dans le saut d'obstacle. Fait que les hunters, c'est plus calme, plus lent, c'est jugé sur leur style. Fait que nous, ces chevaux-là, on les veut beaucoup plus calmes. Ouais. Fait que c'est des gammes pas de sucre qu'on donne pour vraiment les garder le plus bas possible en énergie. Ils nous ont envoyé des poches de moulée pour tester une nouvelle moulée protéinée, mais pas de sucre. Du tout. Avec un gros haut taux de protéines, ce qui est bon pour des athlètes comme nos chevaux, mais sans sucre. Mais quand on est dans la compétition, c'est quoi le principal défi des cavaliers? Bonne question. Moi, je dirais peut-être la gestion du temps. Tu sais, comme il faut prendre son temps avec chaque cheval, puis ça, des fois, tu sais, ça reste une business, puis on veut que ça soit profitable, rentable. Puis souvent, ce que je vois, c'est des cavaliers qui finissent par prendre pas assez de temps avec chaque cheval. Fait que la relation s'établit moins, puis après ça, bien, les performances, comme en découlent. Bien, j'ajouterais aussi, tu sais, être capable de performer sur le moyen long terme. T'sais, être capable de performer sur le court terme, c'est possible, mais après, performer semaine après semaine, été après été, année après année, là, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Ça, c'est dur aussi. Pas tout le monde qui réussit à faire ça, avec le même cheval. Un défi, c'est une entreprise, mais c'est pas une entreprise qui, tu sais, les week-ends, on s'en va à la maison, puis c'est que, tu sais, c'est jour après jour après jour, puis... Il n'y a pas de télétravail. Non, il n'y a pas de télétravail. Puis, comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent faire palefrenier. Fait on est tout le temps... faut tout le temps le faire nous-mêmes. On n'a pas de congé. Puis, on aime ça. On est passionné, mais tu sais, à la longue, ça devient compliqué. Quel serait le principal conseil que vous donneriez à des jeunes qui auraient comme vous la même passion folle à 6, 7 ou 8 ans en montant à cheval en disant... Un jour, c'est ça que je veux faire. Est-ce qu'il y a de la place au Québec pour ça? Je pense qu'il y a de la place. Je pense qu'il faut être solide parce que le chemin n'est pas tout tracé. Il faut que tu traces ton propre chemin. Moi, je viens pas d'une famille fortunée ni d'une famille dans le milieu, puis j'ai quand même fait mon bout de chemin, mais je pense que ce qui m'a aidée, c'est de jamais dire non. J'ai saisi toutes les opportunités. Puis souvent, on se dit « Ah, moi, je veux monter à cheval, je veux être cavalier. » Fait qu'on focus sur le temps passé en selle, mais j'ai appris autant sinon plus en passant du temps à pied, autour des chevaux, autour des bons cavaliers, à regarder des cavaliers monter. Des fois, c'est pas tant être à cheval, mais c'est plus être... D'avoir le sens de l'observation pour ceux qui ont réussi, en fait. Prendre le temps d'apprendre des meilleurs aussi. Des fois, on voudrait juste nous le faire, mais de regarder, d'être attentif à ce qu'eux ils font, ça peut aider après ça quand nous, on le fait. Guillaume, Laurence, merci beaucoup. Merci. Merci.
Alors Yann, on te retrouve à la fin de cet épisode. Comme on va te retrouver dans chaque épisode de la série de Cheval et compagnie, tu es le copromoteur avec la vie agricole du Salon du Cheval qui s'en vient à Saint-Hyacinthe du 22 au 24 mai. Et tu es aussi chroniqueur à la vie agricole. Qu'est-ce que tu as entendu aujourd'hui? Quelle vision ça te donne de la randonnée au Québec, randonnée équestre? Bien, ce que Nathalie et François nous ont présenté, c'était très intéressant. Ça nous fait voir que c'est un secteur très dynamique, qui a beaucoup de possibilités. Moi, en tout cas, j'en vois beaucoup. Puis je vois un peu ça comme tout ce qui est la mode des spas, des massages qui sont offerts dans les hôtels, un peu partout en région. Il y a 20 ans, c'était inexistant. Aujourd'hui, bien, c'est un incontournable. Bien, je pense que la randonnée pourrait devenir aussi un incontournable là, dans les hôtels, où c'est qu'on pourrait offrir, les hôtels pourraient offrir la possibilité aux gens d'amener leurs chevaux ou d'utiliser des chevaux sur place pour faire de la randonnée. Donc développer des infrastructures autour des hôtels liées au monde du cheval. Ben oui, je pense qu'il y a une excellente opportunité, puis ça pourrait être une activité économique très, très, très importante, comme les spas le sont. Bien, merci à tous de nous suivre sur nos émissions parce que, tu sais, Yannick, c'est super intéressant là, d'une émission à l'autre. On a des invités vraiment très intéressants d'épisode en épisode. On est vraiment content de vous savoir avec nous dans la série Cheval et compagnie. Et pour en savoir plus, Sophie, on peut dire à nos téléspectateurs de venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur nos sites Internet et sur Facebook. Et je vous invite à suivre la prochaine émission. Nous remercions pour leur soutien nos partenaires de Cheval et compagnie, grâce auxquels nous pouvons organiser le retour du Salon du Cheval au Québec et réaliser cette émission.